Bienvenue sur GFM TV, merci de liker, de partager, de vous abonner massivement sur notre chaîne pour voir et percevoir au maximum nos vidéos et nos publications. Alors, nous allons parler du football africain ce matin, notamment un sujet très essentiel, la présence massive des clubs maghrébins sur l'échiquier international. Lorsque on a vu les demi-finales de la Ligue des Champions et de la Coupe de la CAF, il y avait une présence massive des clubs maghrébins qui dominent le football africain à l'heure actuelle. Alors, pourquoi cela se fait-il? Quelles sont les raisons qui montrent l'écart entre les clubs maghrébins et les clubs de l'Afrique subsaharienne? Nous allons le savoir tout à l'heure avec la présence de notre invité qui nous a fait l'honneur d'être là aujourd'hui. Brigui Serge Eric est avec nous et va passer ces quelques minutes d'échange pour nous éclaircir sur ce sujet. Restez scotchés. Avec nous ce matin, nous avons Eric Serge Bidji. Il est donc manager de football et grand connaisseur du football africain. Bonjour Eric. Bonjour Monsieur Bertrand. Alors c'est un plaisir de vous avoir sur notre plateforme GFM TV. Je suis ravi d'être ce matin sur la chaîne GFM TV. Il me fait l'honneur ce matin de m'exprimer vis-à-vis du football africain et je suis vraiment honoré. Alors, on va parler de cette grande domination des clubs du Maghreb sur l'échiquier international. On voit un grand écart entre les clubs subsahariens et les clubs du Maghreb, notamment en Ligue des Champions de la CAF et en Coupe de la CAF. Je vais rappeler qu'on a eu en demi-finale le Wydad, Al-Ali d'Égypte et puis Espérance de Tunis. Et puis en Coupe de la CAF, on a eu la présence de JS Kabylie, Raja de Casablanca et Pyramide du Caire. Alors, comment expliquez-vous cette domination des clubs du Maghreb? Merci bien, M. Bertrand. Si vraiment vous me permettez d'aller jusqu'au bout de mes idées, moi je pense que cette forte domination du football maghrébin au sein des différentes compétitions est due à la politique que mettent ces dirigeants maghrébins au sein des différentes structures footballistiques. Alors c'est quoi la politique? Cette politique, c'est quoi exactement pour être clair? Bon, pour être plus clair, je pense que la politique de nos jours, la politique du football, c'est la gérance. Voilà, c'est la gérance parce que quand vous n'avez pas une bonne gérance au sein du football, vous n'allez jamais avoir de bons résultats. Alors si je vous comprends bien, vous allez dire qu'en Afrique subsaharienne, on gère encore mal les structures. Bien sûr, les structures sont mal gérées au niveau de l'Afrique subsaharienne parce qu'on ne peut pas comprendre que l'Afrique telle que le Cameroun, la Côte d'Ivoire, comme on appelle l'Afrique du Sud en général, l'Afrique subsaharienne, qui regorge de talents vraiment incroyables, qui n'arrivent pas à s'imposer dans des compétitions telles que la CAF et autres. Donc pour moi, je pense que là, il en est de se poser des questions, qu'est-ce qui se passe au sein de nos différentes fédérations. C'est d'ailleurs ça qu'on veut bien évoquer tout à l'heure. Sur le plan du terrain, on a quand même des joueurs, des joueurs assez aguerris, on a des talents et tout, mais maintenant au niveau du développement des structures, de l'encadrement de ces joueurs-là, qu'est-ce qui cloche exactement? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour qu'on suive le pas avec les joueurs maghrébins? Bon, en plus haut, moi je pense que je vais d'abord évoquer le problème des médias. Voilà, parce que toute la compétition qui a eu lieu comme la CAF et autres, la Champions League, j'aimerais poser la question, est-ce que le Cameroun a eu l'occasion de filmer le match de Coton ou
comme on appelle le club d'Afrique du Sud. Est-ce qu'ils ont eu l'occasion de filmer le match pour que la population camerounaise ou la population sud-africaine puisse suivre, comme on appelle, cette compétition en direct? Je ne pense pas que sur 10 chaînes ou 20 chaînes, une chaîne a pu diffuser cela sur le plan national. Ça, c'est la première des choses. Et deux, moi je pense que nos différents responsables sportifs doivent sincèrement mettre la main dans la poche pour permettre à nos jeunes frères qui veulent vraiment pratiquer ce sport d'être dans une condition aisée. Voilà, donc si ce problème est résolu au sein de ces différentes structures, moi je pense qu'on aura un bon début et des bonnes équipes qui seront capables d'être au top pendant toutes les différentes compétitions qui seront organisées. Mais à l'époque, on avait quand même une large, forte domination des clubs de l'Afrique subsaharienne, donc le ASEC d'Abidjan, Africa Sport d'Abidjan, Canon de Yaoundé, Union de Douala, Tonnerre de Yaoundé, et aussi récemment on a quand même vu tout puissant Mazembe qui a tenu tête à ces clubs. Mais pourquoi les autres n'ont pas peut-être suivi le pas, et pourquoi à un moment donné cela a changé et les clubs comme le Raja, le Wydad et autres ont pris le dessus? Merci bien, monsieur Béton. Je vais vous prendre un tout petit exemple de là d'où je viens. Je parle par exemple de la Côte d'Ivoire. Je pense bien que vous connaissez bien l'Africa Sport d'Abidjan. Bien sûr. Voilà. Un très grand club reconnu sur le plan international. Vous voyez, quand on vous dit aujourd'hui que l'Africa est relégué en division inférieure, là, il y a une question qui se pose. Pourquoi cette grande équipe que connaît toute l'Afrique est reléguée en deuxième série? Moi je pense que là, le problème ne vient pas des athlètes. Le problème vient des différents dirigeants de nos différents clubs. Voilà, donc si ce problème existe aujourd'hui, moi je pense qu'on doit particulièrement indexer ces dirigeants sportifs. On prend le TP Mazembe. Ils sont tout en présent dans différentes compétitions comme la Champions League, la CAF et autres. Et pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils sont mieux que les autres athlètes, mais seulement que les dirigeants sportifs font le nécessaire pour que le club soit à la hauteur. Voilà, donc si les autres clubs prennent souvent les exemples, si certains clubs comme Coton Sport du Cameroun et la SEC d'Abidjan et comme on appelle TP Mazembe, je pense qu'on va y arriver, on va reprendre le flambeau du football africain, surtout le football subsaharien. On a aussi remarqué qu'il y a une absence de sponsoring du côté des clubs subsahariens. Quand on voit du côté du Maghreb, il y a le Raja, le Wydad, Espérance de Tunis, Boal Ali ou d'autres qui sont soutenus par des grosses structures. C'est quoi ce problème? Est-ce que les différentes structures de sponsoring ne font pas confiance aux clubs subsahariens? Merci bien. Moi je pense que quand on parle de sponsoring, c'est de faire la promotion d'un produit. Et la promotion d'un produit ne se fait pas en cachette. Quand vous parlez du Raja, de Wydad et autres qui sont sponsorisés, c'est parce qu'ils portent le flambeau du football maghrébin, qui portent ça très haut. Donc du coup, les sponsors n'ont pas besoin d'aller vers les sponsors, c'est les sponsors qui viennent vers eux. Donc en Afrique subsaharienne, quand vous voulez qu'on vous sponsorise, il faut vraiment que vous donnez le fond de vous-même pour que le sponsor lui-même il vienne vers vous. Parce que c'est de faire la promotion de son produit. Il ne va pas faire une promotion de produit en cachette. On ne fait pas la promotion d'un article sous le lit ou, comme on appelle, recouvert de beaucoup de choses. On fait la promotion d'un article quand tu sais que
il sera ouvert à tout un peuple, à tout le monde. Donc en gros, il y a un travail de fond qui est d'abord fait, justement, avant maintenant de voir la lumière au niveau du justement. Alors parlons aussi de la situation des joueurs subsahariens qui quittent très très tôt leur club, leur pays pour aller ailleurs. Pourquoi ces joueurs sont toujours appelés à aller après une saison ou une demi-saison ou 2 saisons chercher fortune ailleurs? Ok, j'attendais bel et bien cette question parce que ça me rongeait le cœur depuis lors. La question est bienvenue. Concernant le déplacement massif de nos joueurs vers, je ne sais, en Europe, n'importe où. En Afrique du Nord. En Afrique du Nord, bien sûr. Moi, je pense que c'est l'ingérence de nos différents présidents des clubs. Imaginez-vous que la fédération, je prends un exemple, qui donne une subvention à certains clubs qui le méritent, et cette subvention qui est mise à la disposition des clubs pour s'occuper de nos athlètes, nos joueurs. Cette subvention n'atteint pas son objectif. Pourquoi? Parce que ces présidents-là préfèrent se faire plaisir que de faire plaisir à ces enfants qui sont sur le terrain. Qui sont sur le terrain. Et du coup, quand on propose quelque chose à un enfant, même si c'est pas aussi considérable, il est obligé d'accepter. Parce que c'est que chez lui en Afrique, il ne gagne pas ce qu'on lui propose. Je prends un exemple, on te paye 50 000 francs CFA. On te propose 150 000 francs CFA. De vous à moi, vous allez vous engager avec les 150 000 francs CFA, même si les inconvénients vont venir après. Mais pour l'instant, vous allez regarder d'abord vos revenus. Chez toi au pays, tu touches 50 000. Dans un autre pays africain, on te propose 150 000. Ben, tu vas t'engager avec sans même penser aux arrêts, sans avoir des arrêts pensés. Peut-être qu'après, tu vas constater que si tu t'es resté, peut-être que les choses allaient marcher. Mais pour l'instant, tu n'es pas dans le bain, tu préfères aller chercher le bain ailleurs. Voilà, donc alors, moi je pense que c'est un peu ça. Oui, suivant, n'est-ce pas, cette question, je veux évoquer aussi que peut-être le vide qu'il y a dans nos clubs en Afrique subsaharienne, ces joueurs qui vont, parce qu'on n'a pas le temps de construire un projet, lorsqu'on met en place une équipe, après une saison, il y a des joueurs qui s'en vont. C'est aussi ça qui fait que les joueurs ne soient pas, les clubs ne soient pas en vue dans l'échiquier international. Je pense que oui, parce que vous comprenez que ces joueurs qui sont, je prends un exemple peut-être au Cameroun, en Côte d'Ivoire, là je connais un peu ces deux pays, c'est pour cela que j'évoque beaucoup ces deux pays, qui ont des talents qu'on n'arrive pas à entretenir. C'est-à-dire ces talents-là, au lieu de mettre tout à leur disposition pour ne pas qu'ils aient à penser à aller ailleurs, jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un d'autre pour les remplacer, nos dirigeants politiques, nos dirigeants sportifs, ils vont automatiquement s'adonner aux propositions que donnent certains clubs. Juste pour se faire de l'argent. Mais ce jeune qui s'attend à avoir de l'argent pour s'occuper de sa famille, il ne va pas chercher à comprendre. Si le président lui-même il m'a donné l'autorisation de sortir, je vais sortir tranquillement. Donc moi je pense que le problème c'est pas nos athlètes. Le problème c'est nos dirigeants. Si les dirigeants sont conscients de ce qui représente cette jeunesse, moi je pense que ça va répondre. C'est pas quelque chose d'impossible. Ça peut répondre, mais seulement qu'il faut vraiment insister sur le fait que nos dirigeants prennent conscience que le football subsaharien ne pourra pas prendre le dessus si on s'amuse à chaque fois à faire partie de nos nouveaux joueurs qui sont vraiment en forme. Oui. Alors si je vais essayer de faire un peu une différence entre les deux périodes, parce qu'il y a une période où je vais prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire ou le Cameroun, des joueurs jouaient vraiment sur place au pays et on avait ces résultats
du canon d'ASEC et d'Africa Sport à l'époque. Et on voit aujourd'hui en Égypte, par exemple, Al-Ali qui a 9 Champions League déjà à son compteur, Zamalek qui suit avec 5 Champions League, ils ont des joueurs stables qui jouent depuis des années dans le même club. Est-ce que les Maghrébins n'ont pas triché, ils ne sont pas allés prendre cette inspiration du côté de l'Afrique subsaharienne? Parce que dans les années 70, 80, c'est ce qui se passait, des joueurs murés dans des clubs, naissaient, grandissaient, finissaient même leur carrière dans certains clubs en Afrique subsaharienne. La question est bienvenue. Concernant cette politique que mène l'Afrique maghrébine, moi je pense que d'une part, vous avez raison, parce que dans les années 80 et autres, je prends un exemple sur l'Africa, dans le temps des Insous, qui, lorsque l'Africa était qualifié pour la Champions League africaine, qui a offert des véhicules à tous les joueurs. Et vous-même, de vous à moi, pensez-vous qu'un joueur qui a tout ce qu'il voulait, est-ce qu'il aura le courage d'aller se faire voir ailleurs? Jamais. Combien d'internationaux nous avons eu dans les années 80? La majeure partie de ces joueurs-là, ils ont fini leur carrière au pays. Donc pour moi, je pense que cette expérience que mène aujourd'hui l'Afrique maghrébine, elle vient vraiment de l'Afrique subsaharienne. Donc si vraiment nos présidents subsahariens peuvent encore revenir à cette méthode, nos enfants n'auront pas le courage d'aller se faire voir ailleurs. Oui, parce qu'on a vu à l'époque, dans les années 80, Thomas Kono, il joue au canon des Andés, il a eu le ballon d'or, Abega Docteur, il a eu le ballon d'or dans le canon. Et puis ils sont nombreux, Roger Mila et autres. Aujourd'hui, on a vu du côté de l'Égypte, hein, je vais un peu m'attarder dessus, Aboutrika et beaucoup d'autres qui sont devenus des légendes en jouant sur place en Égypte. Maintenant, est-ce que l'influence des championnats européens à partir des années 90, des années 2000, n'a pas aussi eu un coup sur nos jeunes joueurs en Afrique subsaharienne où on leur vendait des rêves et on leur faisait croire que c'est en étant en Europe qu'on peut finir à avoir une bonne carrière? Donc cela, moi je pense que vous comprenez qu'aujourd'hui, le football en Europe n'a pas besoin de se déplacer. Les dirigeants sportifs européens n'ont plus besoin de se déplacer. Ils sont peut-être chez eux à la maison. C'est pas comme dans les années 80, comme vous l'avez dit tout à l'heure, où les dirigeants se déplacent, aller jusqu'en Afrique, voir les talents. Souvent même il y a des choses qu'ils proposent et les joueurs refusaient ou les familles refusaient. Bien sûr, parce que déjà le joueur est dans les conditions. Il va chercher quoi en Europe? Pour se casser encore la tête, non? Mais aujourd'hui, l'enfant il a 15 ans, 16 ans, il trie des talents. Dès qu'il entend Europe, il préfère aller rapidement. Pourquoi? Parce qu'il sait que même s'il reste ici, quel que soit son talent, il ne pourra pas atteindre ce qu'il veut. Donc pour moi, je pense que cette politique qui est mise en place par nos dirigeants, sincèrement, j'insiste vraiment là-dessus, il faille qu'ils revoient ça. Ce n'est pas une faiblesse pour eux de copier encore sur les années passées, parce que si ils veulent vraiment que ce football africain dans lequel nous sommes au XXIe siècle, ils doivent vraiment faire un coup en arrière. Prendre des conseils auprès de nos papas qui étaient derrière, qui nous ont montré comment est-ce qu'on devait pratiquer le football, comment est-ce qu'on devait diriger le football. S'ils voient à ces gens-là, moi je pense que ça peut encore soigner l'image du football subsaharien. Alors le problème c'est les dirigeants, comme tu l'as dit, les dirigeants sont les présidents de clubs. Oui. Est-ce que les présidents de clubs ont transformé les structures en leur propriété? Parce que quand nous voyons dans le Maghreb, c'est toute une institution. Il y a un comité exécutif, il y a tout un bagatelle de personnes qui contribuent à la gérance du club.
Par contre, chez nous, il y a, en Afrique subsaharienne, je veux dire, il y a quand même on ne voit qu'une personne qui a la tête du club et qui a toutes les charges. Est-ce que le problème vient aussi de là, c'est-à-dire se partager les tâches et mettre en place une structure vraiment comme en termes de société, je veux dire. D'accord. Ça, c'est vrai, ce que vous dites, parce que ici, tout le monde met la main dans la pâte. Les clubs sont des sociétés. Oui. Ici, en Afrique maghrébine, tout le monde met la main à la pâte pour sortir le meilleur de la structure. Mais chez nous, en Afrique subsaharienne, ce n'est pas le cas. Si aujourd'hui, M. Bertrand, vous êtes le président de ce club, tout se repose que sur vous. Est-ce que vous comprenez? Tout se repose que sur vous. Malgré les occupations de certains membres de cette structure, quand il y a une décision à prendre, que ce soit une décision financière et autres, ils ne vont pas regarder ailleurs. Ils vont que regarder le président de cette structure. Donc du coup, le président qui met la main dans la poche aujourd'hui, qui met la main dans la poche demain, quand il y a une subvention qui est donnée par la fédération, il va chercher à d'abord rembourser ce qu'il a enlevé dans sa poche. Nos dirigeants en Afrique ont qu'un seul regard fixé sur les présidents des clubs. Et quand c'est comme ça, les choses ne peuvent pas avancer. Ça ne peut vraiment pas avancer. Parce que quand on fait une structure, on met une structure en place, c'est pas qu'un seul individu. C'est tout un staff. Et quand on a un staff, chacun apporte ses idées, chacun apporte, comment on appelle, sa contribution. Mais bon. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une façon personnelle de ces présidents de fonctionner? Parce qu'ils savent que derrière, ils vont se faire plein les poches. Ils ne veulent pas avoir beaucoup de gens autour d'eux pour se partager les gains. Parce qu'on sait aussi que certains misent sur la vente des joueurs, d'autres sur des subventions. Et que lorsque cela arrive, il faut n'est pas penser aux gens d'à côté. Ça peut aussi être une stratégie de ces présidents-là de rester et d'avoir la même mise sur les revenus. Mais c'est vrai aussi, c'est aussi une idée, mais il faut que vous sachiez que quand on met une structure sportive en place, c'est pas qu'un seul individu. Pour avoir d'abord une affiliation. Oui, on est d'accord sur ce fait, mais en fait, ceux qui gèrent le football ne sont pas assez stricts à ce point. Parce qu'il faut peut-être que les fédérations ou alors les ministères des sports essayent de frapper sur ce point en disant, bon voilà, nous avons besoin des clubs qui ont une stratégie de gérance assez élargie. C'est-à-dire on veut voir un comité exécutif, on veut voir une équipe médicale, on veut voir tel. Donc, un groupe de personnes qui sont un peu comme pas peut-être des actionnaires, mais des employés du club. Mais lorsqu'il y a certains présidents qui vont, voilà, ils affilient des clubs, et quand on cherche même des gens avec qui ils travaillent, on ne voit qu'une seule tête, personne ne dit rien. Est-ce que nos dirigeants, les gérants ne peuvent pas aussi frapper sur ce point et être exigeants? Ça, vous avez pleinement raison, mais je vais vous prendre un exemple. Sur la Côte d'Ivoire, je sais bel et bien que vous êtes un peu au courant du système du football en Côte d'Ivoire. Vous avez entendu que la Côte d'Ivoire a eu un retard sur le championnat. C'est dû à quoi? Parce que la jeunesse dans le monde du football a voulu un changement. Parce que peut-être qu'ils étaient mal gérés, peut-être qu'ils avaient, comment on appelle, trop de problèmes au sein des différents clubs. Et pour cela, souvent dans des clubs, il y avait souvent deux groupes par club. C'est-à-dire il y a des présidents qui adhèrent comment on appelle, à la nouvelle génération qui veut. Le professionnalisme. Voilà. Et il y a d'autres qui s'opposent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent encore toujours se remplir les poches. Bon, vous pensez que si un président aujourd'hui qui veut un changement pour le football de lendemain pour les jeunes joueurs et qu'il se fait combattre par ses collègues, vous voulez qu'il fasse quoi là?
De vous à moi. Qui démissionne. Qui démissionne. Ouais. Mais c'est sa structure à lui. Qui s'il doit démissionner? Il met qui pour gérer ça? Mais le problème c'est que c'est le football qui est en train de mourir. Parce que là, on veut des gens qui viennent pour travailler pour le football. Oui. On voit ce qui se passe ailleurs. Lorsqu'un président de club n'est plus capable de gérer, il préfère déposer sa démission. Il dit bon voilà, moi je suis plus capable de continuer, mes forces sont finies, je laisse la place à quelqu'un d'autre. Donc il faut aussi copier cet exemple. Quand tu ne peux plus, tu laisses la place à quelqu'un d'autre. Ça c'est une personne qui est dotée de la bonne moralité. Donc en Afrique subsaharienne, on n'est pas doté de la bonne moralité. Je ne veux pas trop rentrer dans ces choses, mais quand je prends l'exemple de l'Africa, aujourd'hui ce qui a fait que l'Africa est descendu en deuxième division, c'est ça le problème. Ouais. Vous comprenez? C'est ça, l'ingérence de nos présidents, c'est ça. Parce que l'autre, il veut le changement, l'autre s'oppose. Donc du coup, il y a déjà... Il n'y a pas d'entente. Il n'y a pas d'entente. Bon, si je dois démissionner, puisque j'aime ce club, pour quelqu'un qui a de bonne moralité, vraiment, vous allez m'excuser, je ne veux pas offenser qui que ce soit, mais pour quelqu'un doté d'une bonne moralité, il ne prend pas ça pour des suggestions négatives. Moi, je me retire. Le club, il va continuer. Si vous trouvez que j'aime mal le club, moi, je me retire. Mais de toutes les façons, peut-être que je serai encore dans le staff, je serai encore, bon, peut-être membre de ce club. Mais en tant que président, je ne suis plus. Donc, celui qui pense qu'un gérant, il peut avoir d'autres idées pour faire avancer comment on appelle, la structure, on lui laisse la place. Oui, mais quand même, on voit quand même aussi quelques petits clubs qui sont en train de monter, en dehors du tout-puissant Mazembe, comme on connaît déjà. On voit quand même en Tanzanie, les choses sont en train de changer. Simba Sport, Young African Sport, on a aussi quand même des clubs en Afrique du Sud, Orlando Pirates, Mamelodi Sundowns et les autres. Il y a Oroya aussi qui essaie aussi de s'accrocher, mais même si les trophées ne suivent pas encore. Est-ce qu'on doit aussi penser au projet à long terme? Parce que j'ai l'impression que certains présidents croient que tout de suite, lorsqu'on met une structure en place, on peut commencer à gagner des titres demain. Et est-ce qu'il ne faut pas mettre cette politique-là en place, se dire, bon voilà, je mets en place une structure et j'attends 10 ans, 15 ans pour commencer à toucher les revenus? Ça, c'est aussi ce qui est exact. Parce que vous savez, quand on fait un projet n'est pas fait pour aujourd'hui. On dit projet, le projet c'est quelque chose de long terme. Voilà, donc si nos présidents du club ont vraiment des projets de long terme, ils ne vont pas s'hasarder à se limiter à du jour au lendemain. Ouais. Voilà, donc si ces présidents veulent vraiment du concret de les différents clubs, moi je pense qu'ils doivent penser lointain. Quand tu penses lointain, tu as atteint ton objectif. Voilà, mais quand tu as une pensée courte, du coup tu veux avoir en même temps. Et quand tu veux avoir du coup du tic au tac, c'est pas ça tue un peu le projet, quoi. Le projet ne va même pas est mort. Ouais, ça ne peut pas avancer, le projet ne peut pas avancer. Voilà, donc du coup, moi je pense que on va vraiment insister sur nos présidents de différents clubs et surtout nos fédérations. Que nos fédérations essaient de mettre un peu la barre haute pour ces dirigeants-là. Alors, Eric, moi je pense que aussi je vais attirer l'attention de ces dirigeants, comme on a évoqué, pour atteindre le cap de ces clubs du Maghreb qui ont misé sur les projets à long terme. Parce que quand on voit une équipe comme le Al-Ali d'Égypte, Raja de Casablanca, Wydad de Casablanca ou encore l'Espérance de Tunis, c'est des clubs à vie. C'est des clubs qui ont une histoire et qui veulent rester figés dans leur histoire. C'est des clubs qui ne peuvent pas venir changer leur politique. Mais ce qui nous manque aussi peut-être, est-ce que ce n'est pas cette vision-là, c'est-à-dire mettre en place une équipe immortelle? Parce que les clubs que j'ai cités là sont des clubs immortels et qui ont un seul objectif, c'est de rester en vie et de continuer de gagner des trophées. Par contre, on a vu, tu as parlé tout à l'heure d'Africa Sport d'Abidjan, qui existe déjà en deuxième division aujourd'hui et qui peut même, pourquoi pas, mourir finalement et ne plus exister. Le Cameroun dont tu as parlé, il y en a aussi eu, il y a eu des cas, au risque de Douala, il y a eu Union qui n'est plus. Bref, on a ce manque de volonté de nos dirigeants qui ne veulent pas penser au projet
projet à long terme, comme on l'a dit, et à la vie du club. C'est des intérêts personnels. Est-ce que c'est pas un problème de mentalité? Oui, je pense que c'est aussi un problème de mentalité parce qu'on n'a que des intérêts personnels. Voilà, en Afrique subsaharienne, nous n'avons que des intérêts personnels. Comme vous l'avez dit tout à l'heure pour le Maghreb, on veut tenir ce flambeau de Wydad, comment on appelle, de Raja, de Al Ahly, d'Espérance de Tunis. On sait que c'est des grosses têtes de football dans ces différents pays. Mais si on s'amuse à tenir l'image de Wydad, on s'amuse à tenir l'image de Raja, c'est comme si on bafouait le football au niveau de l'Afrique, du Maroc. Donc là, ils sont amenés à vraiment faire le possible pour que le Wydad soit dans la course, pour que le Raja soit dans la course, ou Espérance de Tunis et autres. En quelque sorte, je veux rebondir sur ce que tu dis. Le Wydad, le Raja, c'est des identités du football marocain. Espérance de Tunis, c'est l'identité du football tunisien. Al Ahly Zamalek, c'est l'identité du football égyptien. Chose qu'on ne voit pas, dans l'Afrique subsaharienne. On ne peut pas voir ça en Afrique subsaharienne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que nous avons des pensées perso. Voilà, ce n'est pas un truc de penser que comme on appelle coton de Garoua, ouais. est fait pour éblouir ce peuple camerounais. Mais peut-être que ce président de coton, il a une mentalité d'un lendemain meilleur. C'est pas le cas de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, il y a certains présidents qui ne pensent que à eux. Ils ne pensent pas à l'identité de leur structure. Tu te bats pour que ta structure soit à la hauteur. Et on parle de ta structure n'importe où. Mais bats-toi toujours pour que cette structure-là soit le numéro 1. C'est ce qu'ils font les Maghrébins. Bon, en Afrique aussi, je veux pas, je peux ne pas parler de ce petit phénomène. Les présidents de clubs qui sont des stars. Oui. Moi, on ne connaît pas le président du Raja, par exemple, ou du Wydad, on ne le connaît pas, on ne le voit presque pas. Oui. Ce sont des joueurs qui sont mis en lumière, mais chez nous, en fait, en Afrique subsaharienne, les présidents sont plus stars que les joueurs. Est-ce que c'est normal ça? Bien sûr, parce que vous savez toujours que chez nous, c'est celui qui est à la tête de la chose qu'on doit toujours. Il a dit, M. Bertrand a dit, M. Bertrand a dit, M. Bertrand. Je veux aussi parler des journalistes qui, à la fin d'un match, au lieu d'aller interviewer le joueur, pour qu'ils nous disent ce qui s'est passé lors du match, vont interviewer le président. Bien sûr. Vous voyez, donc, c'est ça la mentalité subsaharienne. On ne va pas vers l'objectif clé, mais on va toujours là où on implore un seul individu. Donc, ça ne peut pas changer, ça peut pas changer. On va toujours rester dans cette histoire tant que les mentalités ne changent pas. Comme je vous le disais tout à l'heure, les médias ont un rôle à jouer dans le développement du football subsaharien. Ils ont vraiment un rôle à jouer. Donc, si les médias font ce qu'il en est de faire, moi je pense que les stars, présidents stars des différents clubs, ils vont vraiment se cacher. Parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai, moi je ne connais pas le président de Wydad. Je ne connais pas, de façon physique, je ne le connais pas. Le président de Raja, de façon physique, je ne le connais pas. Mais tu connais le président de Oroya? Je le connais très bien, que ce soit physique, que ce soit, comment on appelle, administratif. Oui. Je le connais très bien. Mais j'attends toujours le nom du président de Wydad. Mais je ne l'ai jamais vu, je ne sais pas, même quand il est dans la tribune, tu ne peux pas savoir qu'il est là. Oui, on rigole, mais c'est un problème voilà. très sérieux. Tu peux pas savoir Al Ahly, on ne connaît pas le président de Al Ahly, on ne connaît pas le président de l'Espérance de Tunis. Non. On ne le voit pas. Mais quand un président de club, la dernière fois, le championnat ivoirien, ça a pris fait, je pense, avant-hier ou quoi? La SEC championne de Côte d'Ivoire. On ne monte pas la SEC, on monte, comme on appelle, Rojogne. De vous à moi, vous pensez que ça peut faire changer, comme on appelle, ça peut changer le football? Non, ça ne peut pas changer. Parce que celui même, l'intéressé, on ne l'affiche pas. Et celui qui ne sait même pas comment ça se passe sur le terrain, c'est lui qu'on affiche. C'est vrai qu'il met les moyens. Mais sans joueur, il n'y a pas football. Bien sûr. Sans joueur, il n'y a pas football. Sans joueur, il n'y a pas de football. Donc, du coup, les présidents
qu'ils essaient aussi de se faire une place dans l'ombre. Tu te mets dans l'ombre, tu es encore plus respecté que quand tu t'affiches devant tout le monde. Alors, Eric Bridji, Serge, nous sommes en train d'aller à la fin de cet entretien, de ce débat. Alors, un mot de fin, qu'est-ce que tu peux donner comme solution pour que cela ne se répète pas, pour que le football subsaharien atteigne au moins le niveau du football maghrébin? Je veux d'abord dire merci à IFM TV de cette occasion qu'ils m'ont donnée ce matin sur le plateau. Le conseil que j'aimerais donner à nos dirigeants sportifs, c'est qu'ils essaient au moins, c'est vrai qu'ils ne peuvent pas arriver à 100%, mais le minimum qu'ils essaient de mettre les conditions qu'il faut pour nos joueurs. Parce que quand un joueur n'est pas dans les conditions, il va vouloir aller chercher ailleurs. Et quand c'est comme ça, d'abord tu tues ton club, tu tues d'abord le football de chez toi et tu tues d'abord même le football de ton pays. Voilà, donc du coup, moi je pense que je demande pardon à certains dirigeants qu'ils essaient un peu de voir cela. Parce que si ils n'améliorent pas le système, la politique de gérance, on sera toujours dans le même système. Les joueurs vont toujours aller. Donc quand c'est comme ça, c'est pas bon pour le football à venir. Il est donc clair, le football maghrébin domine largement le football continental en Afrique. Al-Ali d'Égypte, 9 fois champion d'Afrique. Zamalek d'Égypte, 5 fois champion d'Afrique. Très loin derrière, on a quand même le tout-puissant Mazembe qui vient avec 5 trophées. Mais c'est encore très insuffisant. Il faut donc travailler en fond pour essayer d'atteindre le niveau de gérance, puisqu'on a parlé de gérance, de clubs en Afrique subsaharienne. Il faut encore que les présidents essayent de mettre en valeur leur système de gérance et permettre aux joueurs de vivre de leur art, parce qu'il est possible, n'est-ce pas, de savoir que le football est un métier et que quand un joueur, un footballeur donne toute sa vie dans ce domaine-là, c'est pour se nourrir, c'est pour nourrir sa famille et c'est pour se construire un avenir. Ainsi prend fin notre entretien, notre débat de ce jour. Mesdames, Messieurs, restez scotchés sur GFM TV. Le prochain rendez-vous, c'est pour bientôt.